Yo yo yo, bienvenue dans une nouvelle critique, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Vesper Chronicles. Ce que je croyais être le nouveau blockbuster de l'été ne l'est absolument pas parce qu'en fait c'est un film totalement indépendant. Ce qui est hyper intéressant, c'est un film qui est réalisé par deux personnes, qui est Christina Buozit et Bruno Semper, si je le dis bien, si je dis bien les deux noms. Donc Bruno Semper est français et Christina Buozit est lituanienne. Donc ils ont fait un film déjà qui s'appelle Vanishing Waves, si je me souviens bien, qui Christina Buozit l'avait réalisé et Bruno Semper l'avait scénarisé. Ils ont participé à ABC's of Death 2, donc une série de courts-métrages d'horreur, etc. Et là, ils ont tous les deux participé du coup à ce film-là. J'ai cru voir dans une interview par-ci par-là, par un des intervieweurs, qu'apparemment le film aurait coûté que 2 millions de dollars, ce qui est vraiment peu. Mais en fait, du coup, le film a piqué ma curiosité parce que je me demandais si c'était une œuvre originale, si c'était un univers original ou si c'était encore une fois adapté d'un livre ou d'un manga, ou enfin peu importe, d'un comics. Donc je suis parti chercher sur internet et c'est là en fait que j'ai découvert que pas du tout, que c'était une œuvre originale, qui se sont inspirés justement, le scénariste, surtout Bruno Semper apparemment, a beaucoup fait de recherches sur la biologie, sur le futur de la biologie, etc. Et que du coup en fait c'est une œuvre originale complètement, c'est un univers qu'ils ont créé. Déjà je trouve que c'est à noter, je trouve ça vraiment cool et on y reviendra juste après. Et c'est au cours de mes pérégrinations du coup sur internet où j'ai découvert que c'était un film indépendant, coûté 2 millions de dollars, qui sont tournés en Lituanie. Du coup, c'est plutôt une bonne surprise, mais en plus de ça, je le trouve très étonnant parce que il est vraiment bien fait et je trouve que il n'a pas du tout la dégaine d'un film indépendant. Et mine de rien, créer un univers original, je trouve que c'est à noter, je respecte ça. Je trouve que c'est cool de se mettre en danger, on va dire, parce que créer un nouvel univers dans la science-fiction, en plus, à travers tout ce qui a été fait aujourd'hui, maintenant, il y a tellement de matière pour adapter, et peut-être que forcément, la facilité d'adapter, elle est toujours un peu présente, mais de vouloir créer une œuvre originale, c'est toujours plaisant, je trouve ça toujours très cool. Faut évidemment que le film soit bien, et que ce soit bien derrière, parce que bon, si c'est pour juste créer un univers, et que le film totalement de A à Z n'ait aucun sens, ou le film soit claqué, ça n'a pas d'intérêt, mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est pas du tout le cas. Je trouve vraiment que le film est cool, je le trouve très intéressant, je trouve qu'il a des idées qui sont assez sympathiques et que, mine de rien, encore une fois, il a un esprit presque de blockbuster alors que c'en est absolument pas un et qu'ils ont réussi justement à détourner, du coup, à faire un film qui est absolument pas dans l'aventure et donc du coup, ils se sont un peu plus recentrés autour de leur personnage, ce qui est pas une mauvaise idée du coup d'ailleurs, mais vraiment, c'est surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est les effets spéciaux. Les effets spéciaux, je les trouve vraiment bien faits, je les trouve vraiment bien ancrés dans leur histoire, dans leur univers. Pour eux, c'était très important de filmer en décor naturel. Maintenant, je trouve qu'il y a un défaut dans le film, c'est sa dernière partie. Encore une fois, décidément, c'est vrai que j'ai l'impression de me répéter, mais je trouve que c'est dans sa dernière partie qui soit, en fait, tombe dans certains petits clichés, soit, loupe un peu ses climax. Et en fait, je trouve ça grave dommage, parce qu'encore une fois, je trouve qu'une dernière partie de film, c'est trop important. Et en plus de ça, parce que le film arrive à te proposer quelque chose pendant 1h30 qui est grave cool et grave intéressante, et tous ces petits moments un peu raté ou un peu, voilà, mal fait, etc. dans le film, gâche un peu, justement, tout ce qu'on a vécu avant. C'est pas extrêmement grave, attention, c'est juste que c'est des petits bémols et je trouve ça dommage parce que pendant 1h30, on vit cette aventure et quand on arrive à ce moment-là, tu te dis, ah ouais, pas fou ça, hein, tout ça pour ça, presque. Il y a un côté un peu décevant en fait là-dedans. Je vais argumenter, hein, je vais préciser tout ça un peu plus tard dans la vidéo, quand du coup je parlerai plus précisément de la fin et de ce que j'ai moins aimé dans le film et dans la fin du film. Mais sinon, en général, je trouve vraiment que le film est très cool, très intéressant. Allez voir le film. Encore une fois, peut-être que vous n'allez pas aimer le film, peut-être que vous allez aimer. Je trouve que c'est intéressant d'aller voir une proposition comme ça, un film indépendant avec si peu d'argent qui arrive à fournir autant d'efforts et autant, on va dire, un univers aussi crédible. Parce que, je le repréciserai plus tard dans la vidéo, mais je suis un peu triste, mais je trouve que le film est limite bien fait que des blockbusters à 100 millions de dollars. Et c'est pas normal. C'est pour le coup, je trouve que c'est pas normal. Je vais continuer à parler un peu de son univers parce que je trouve que c'est le truc le plus intéressant du film parce que j'y reviendrai plus tard, mais la mise en scène, elle est sympathique, mais je trouve elle sort pas non plus quelque chose d'incroyable. C'est surtout dans son univers et surtout, on va dire, dans la représentation de son univers, dans la DA, que je trouve que le film est hyper intéressant. Comme je vous ai dit, en fait, le film, au final, il reste un peu bloqué dans l'univers de ses personnages. Donc, en gros, on a Vesper, donc la petite qui est l'actrice principale, qui a sa maison où vit son père, donc du coup, qui est malade et qui bouge pas de son lit. Et il y a aussi, du coup, la maison, enfin la ferme de Jonas. Là, au début, on découvre la grande maison et ensuite, on découvre petit à petit un peu les quelques... Et encore même pas, en vrai. Encore une fois, c'est-à-dire que même l'endroit, il est très, comment dire, on n'a jamais de plan large de l'endroit, par exemple, de Jonas. D'ailleurs, on n'a même
jamais vraiment de plan large, si je dis pas de bêtises, de la maison où habite Vesper. Donc c'est-à-dire qu'on vit tout de l'intérieur vraiment. On a quelques amorces, on a quelques bribes quand à un moment la caméra elle regarde par terre parce que peut-être qu'il y a quelqu'un dans la maison et tout. Et même la ferme, c'est pareil. La ferme, on voit jamais vraiment de plan large. C'est toujours à travers les personnages, etc., qu'on découvre un peu les lieux. Mais par exemple, la maison de Jonas, on la voit jamais en entier. On voit que le perron, en tout cas du souvenir que j'en ai. Et la ferme, c'est pareil. Quand elle essaye de s'intégrer dans la ferme, c'est marrant parce que bah, du coup, on voit des bouts de bâtiments, etc. Mais on comprend jamais les lieux, comment ils sont en entier. Et c'est jamais d'ailleurs dérangeant dans le film, mais c'est intéressant parce que je pense qu'ils ont vraiment réussi à jouer entre le fait de pas forcément avoir beaucoup d'argent, peut-être pas avoir beaucoup de temps, et donc de réussir à filmer ce qui était nécessaire, et de s'attarder vraiment sur les personnages, et de laisser le décor vivre autour d'eux. Donc ça marche, mais voilà, et la forêt aussi, parce que bah, mine de rien, la forêt est assez importante dans le film. La forêt ou les champs, on va dire la nature, globalement. Et donc voilà, on va dire qu'on navigue un peu entre ces trois décors, entre Jonas, la forêt, et forêt, champ, nature. Et donc forcément, il y a plus de décors, oui, entre les grands champs, entre la forêt, etc. Et la maison du coup de Vesper. Et en plus de ça, l'univers arrive aussi par bribes, que ce soit par exemple les ferrailleurs, où au début on nous les présente un peu avec la discussion entre Vesper et le robot et on nous montre à quoi ressemble un ferrailleur. Du coup, ceux qui ramassent les ferrailles ou les ferrailleuses, parce que j'ai l'impression que c'est que des femmes qui sont ferrailleurs, je sais pas, j'ai pas trop compris ça. Mais du coup, c'est ça qui est marrant, c'est que en fait, on te la montre, mais on t'explique un peu. Après, une autre fois, un moment dans le film, t'as un plan large du champ, où là, c'est marrant, mais les plans larges, ils arrivent surtout dans la nature, d'ailleurs, plus que dans la présentation des décors. Surtout dans les grands champs, etc. On voit justement tous ces ferrailleurs qui ramènent, qui sont en train de traîner les ferrailles avec eux pour les ramener jusqu'à un arbre, ou je ne sais pas non plus ce que c'est, d'ailleurs, je reviendrai juste après. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que tu sens qu'il y a un intérêt, tu sens qu'elles ont un but, ces espèces de... C'est même pas des créatures, du coup, c'est juste des personnes qui se sont, on va dire, reconverties dans une espèce de secte. Mais du coup, on te le montre jamais vraiment et on te l'explique jamais vraiment. Par contre, on t'explique que bah, c'est là, elles font partie de l'univers et que bah, même parfois, les personnages principaux, ils savent pas trop... ce que eux font. Je trouve ça hyper intéressant. Mais du coup, c'est pour ça que ça arrive par bribes. Comme par exemple aussi la Citadelle. La Citadelle, on en parle pendant tout le film, mais on ne la voit strictement jamais. Et moi, je croyais justement, par rapport au trailer, etc., que ça allait être un film assez classico-classique de oui, je suis dans la boue et ah là là, il y a quelqu'un qui vient chez moi, c'est quelqu'un de la Citadelle, et du coup, je vais m'intégrer dans la Citadelle, et en gros, Elysium, et absolument toutes les œuvres de science-fiction qui parlent de bas et de haut. Du coup, au final, la Citadelle, on ne la voit strictement jamais. On la voit une seule fois dans le film, et c'est de loin, et puis c'est tout. C'est ça qui est aussi intéressant. Comme par exemple, encore une fois, les espèces de... Encore une fois, j'ai pas trop compris ce que c'était, mais c'est ça qui est drôle. C'est dans les grands champs, il y a des espèces d'arbres, mais on dirait presque des trucs extraterrestres ou mécanico-biologiques, et des trucs énormes qui sont plantés comme ça dans les champs, qui d'ailleurs je trouve l'esthétique grave jolie, mais on t'explique jamais ce que c'est juste là. Et c'est pour ça que je trouve que l'univers du film est grave réussi et grave intelligent, parce que on reste bloqué dans l'histoire de Vesper, et de tout ce qu'elle vit, et de tout ce qu'elle essaye de faire, etc. Et à côté, en fait, de Vesper, on te place des éléments d'univers, mais le film, il a l'intelligence de pas se perdre dans ces univers-là. Vraiment, on vit le film à travers Vesper, au final, parce qu'elle-même ne sait pas ce que font les ferrailleurs, etc. Et je pense qu'elle n'a pas réponse à tout de ce qui se passe dans son propre univers. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, vu qu'on vit à travers elle, on n'a pas besoin d'avoir toutes ces explications-là. Mais ce que je trouve hyper intéressant, j'ai l'impression que le film nous laisse avoir confiance en lui. Si c'est là, c'est que ça a un intérêt. Et c'est qu'il y a un background, et c'est qu'il y a un univers. Donc en fait, je trouve que la création de l'univers, elle est vraiment réussie, et elle est vraiment... On y croit, et c'est, je trouve, la plus grande réussite du film. C'est justement d'avoir réussi à intégrer cet univers-là à l'intérieur de son film, sans pour autant totalement tout nous raconter. En plus de ça, j'adore la DA. Je trouve que la DA, elle est grave stylée. Que ce soit les ferrailleurs avec la dégaine qu'ils ont là, leur truc noir qui vient comme ça, que ce soit les arbres dans les champs, que ce soit les fleurs d'ailleurs qu'elles cultivent. Et comme je vous ai dit juste avant, en plus de ça, au-delà que la DA est réussie, bah, c'est un mélange de VFX numérique et pas numérique. Par exemple, le jardin, les plantes un peu génétiquement modifiées là, c'est fait en numérique, mais je trouve que c'est vraiment bien fait, que c'est vraiment bien intégré à l'intérieur de son univers et de son histoire et de sa mise en scène. Et c'est, je trouve, une belle réussite, vraiment. Je trouve aussi que les acteurs sont vraiment bons, que le casting aussi est réussi. Je trouve que le casting de la petite, le casting est vraiment réussi. Je trouve qu'elle, déjà, certes, elle joue bien. Je trouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Je trouve qu'elle arrive à capter la caméra. C'est un peu quelque chose d'inexplicable, mais voilà, je trouve qu'elle est hyper intéressante. Et en tout cas, dans ce rôle,
elle le fait très bien. D'ailleurs, Vesper comme Camélia sont des actrices qui n'ont pas beaucoup d'expérience et tout, donc voilà, d'avoir pris surtout Camélia, parce que bon, bah, Vesper, c'est forcément des enfants, trouver des enfants qui ont de l'expérience, je pense que c'est moins facile, mais de prendre une actrice qui joue Camélia, qui a un rôle aussi important dans le film, qui a pas beaucoup d'expérience, fallait vraiment croire en elle. En l'occurrence, bah, elle joue vraiment bien, hein, franchement, j'ai rien à dire là-dessus, mais quand même, shout out pour Vesper, parce que elle a un truc, je pourrais pas totalement l'expliquer, mais il y a un truc qui est hyper intéressant dans son regard et dans son jeu avec la caméra, mais je trouve qu'il y a un truc qu'on peut-être qu'on perd de plus en plus, c'est l'importance du second rôle dans un film, et aussi, bah, du coup, ça on perd pas forcément, mais c'est l'importance du méchant dans un film. Et pour le coup, je trouve que Vesper Chronicles répond à ces deux critères, que ce soit le second rôle, que ce soit le père, parce que déjà, alors l'acteur qui s'appelle Richard Brake, donc qui joue dans Peaky Blinders, etc. Donc quand même un acteur qui a de l'expérience, lui, pour le coup. Ce qui est ouf, c'est que le gars, il peut pas beaucoup jouer. Il est allongé, il peut pas bouger, il peut pas parler. Donc en fait, tout ce qu'il fait, c'est jouer avec son regard. Et il arrive toujours à passer ses émotions, ses idées, à travers juste un regard, etc. D'ailleurs, même la DA aussi, de comment il est attaché, tout ça, je trouve que c'est super bien fait et j'adore. Mais même quand il prête sa voix au robot qui suit tout le temps Vesper, la manière qu'il joue, la manière qu'il dit ses phrases quand il est le robot, je trouve que ça marche hyper bien. Et d'ailleurs, la relation qu'il y a entre Vesper et son père, je la trouve hyper bien écrite parce que c'est pas juste ça se passe bien ou ça se passe mal. Tu sens que c'est tout le temps gris. Tu sens que voilà, il y a un truc où parfois le père il est un peu trop père et qui veut l'empêcher de faire des choses, mais que Vesper elle a une volonté de, on va dire, de liberté ou alors de volonté de faire ce qu'elle veut. Et donc du coup tu sais que le père il peut pas faire grand chose donc elle s'en sert. Mais en même temps tu sens que parfois il y a un peu des tensions entre les deux, mais qu'en attendant ça reste son père et ça reste sa fille, donc ils ont un amour inconditionnel. C'est hyper intéressant leur relation, je la trouve hyper bien écrite dans le film. Je trouve vraiment que c'est aussi une des parties réussites d'ailleurs, et probablement en fait au final le truc le plus important du film, au-delà même de son univers, de sa DA, de son scénario, de ce que tu veux raconter, etc. Parce que littéralement, vu que le film ne se mélange qu'entre 2-3 décors et qu'on ne fait que suivre Vesper H24 avec le robot, et ben du coup la relation entre les deux elle est encore plus importante parce qu'on ne voit ça que le film, tout le temps grise. C'est jamais blanc-noir, c'est tout le temps un peu ambigu. En plus, je trouve que quand ils vont s'embrouiller, quand ils vont s'aimer, etc., ça arrive toujours dans les bons moments dans le film et tout. Franchement, la relation, l'écriture dans la scène... D'ailleurs, le scénario, en général, je trouve vraiment plutôt bien écrit, en fait. Et je pense que c'est à noter pour le coup. Mais moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est son méchant, c'est Jonas, qui est pareil, du coup, hyper bien écrit, hyper intéressant, qui est un acteur à la base, donc qui est Eddie Marsan, un acteur qu'on voit souvent, un acteur de second rôle je pense que tout le monde a un peu vu quelque part dans un film, il est toujours un peu présent, mais il a pas du tout une tête de méchant. Je trouve que le casting, encore une fois, il est hyper intelligent, parce que, encore une fois, ils vont jouer sur l'ambiguïté de ce personnage-là, et c'est hyper bien réussi. Déjà, je trouve que il arrive à faire peur quand il doit faire peur. C'est bizarre, en fait, il a une espèce de douceur maléfique. Je ne saurais pas comment le décrire, et j'adore ça. J'adore ce truc-là de... Tu sens que, tu vois, il fait le gentil, ouais, mais t'inquiète et tout, mais que même quand il fait le gentil, il y a du diable en lui. Et c'est toujours très subtil, c'est toujours hyper bien travaillé. Il y a même des fois où tu te dis, finalement, il a l'air d'être pas si méchant que ça, mais en fait, il l'est, etc. Enfin, vraiment, l'ambiguïté de ce personnage, elle est hyper bien écrite, et en plus de ça, il le joue super bien, et le casting est hyper intelligent. Et pour parler de la mise en scène, je trouve que c'est peut-être pas un défaut du film, parce que je lui reprocherai pas ça, parce qu'en fait, je trouve que la mise en scène, elle est normale. C'est-à-dire que j'ai pas vu d'âme plus que ça dans la mise en scène. J'ai pas eu l'impression de voir quelque chose de particulier ou des plans qui m'ont vraiment marqué ou voilà une certaine scénographie ou une certaine manière de filmer qui m'a vraiment choqué. C'est juste que en fait elle est bien, elle est efficace, elle suit son histoire. Je pense que par contre je pourrais pas dire qu'elle est pas bien parce que c'est pas vrai. Je pense voilà juste elle est normale, elle suit son histoire, elle est cool. Voilà, c'est juste que je dirais peut-être qu'elle manque un peu d'âme, ce qui est un peu dommage mais là je pinaille un peu. Mais j'ai pas vu des choses dans la mise en scène qui m'ont vraiment marqué, on va dire, dans la manière d'utiliser la caméra. Parce que je pense qu'aussi, justement, d'ailleurs, la mise en scène de ce film, elle est réussie à travers la mise en scène de son esthétique et de son univers. En fait, je pense que l'intérêt de la mise en scène de leur film, c'est ça. Et du coup, mine de rien, de ce côté-là, c'est réussi, déjà. Maintenant, il y a un autre truc, par contre, que je trouve vraiment réussi dans le film, c'est sa lumière. Je trouve que le film est vraiment beau. Je trouve qu'il a le côté désaturé et la manière de filmer les champs, de filmer même parfois la forêt ou même les intérieurs. Vraiment, la lumière, je la trouve très réussie, très jolie. D'ailleurs, en continuant de parler des inspirations, le réal, lui, donc qui est aussi le scénariste du film, c'est celui vraiment qui a vraiment travaillé l'univers. Il parle de La planète sauvage et de Miyazaki comme inspiration.
inspiration. Et donc du coup, mais c'est surtout à travers le scénario qui s'inspirait de Miyazaki et de La Planète Sauvage. Là où, en fait, je trouve que dans la mise en scène et dans le film en lui-même, et dans l'esthétique surtout, je trouve qu'il y a du Cronenberg, je trouve que ça se voit à 1 000 000%, et je trouve presque aussi qu'il y a du Tarkovsky, qu'il y a du Stalker dans la lumière, dans les décors naturels, dans le post-apo, etc. Et c'est intéressant parce que au final, même si je trouve que surtout Cronenberg, en fait, même si leurs références, je trouve, dans l'esthétique de leurs films, elles se voient, et ben en fait, je trouve qu'ils les digèrent super bien. Les inspirations, en fait, il y a beaucoup de nouveaux réals qui ont du mal à les digérer et qui ont du mal, justement, à faire un film qui est leur vision à eux, et au final, c'est un ersatz de les inspirations qu'ils ont. Et c'est toujours un danger, je pense, quand on fait un premier film, voire un premier, deuxième film, et qu'on a du mal à digérer l'univers qui nous a marqué. Là où je trouve qu'ils ont vraiment réussi à prendre l'esthétique de ce qui les intéressait chez Cronenberg, par exemple, ça m'a beaucoup fait penser à Existence, et ben je trouve que malgré tout, ils ont vraiment réussi à l'intégrer dans leur film et à l'intégrer dans leur univers et à se l'approprier. Donc voilà, de ce côté-là, c'est aussi un truc qui est assez réussi dans le film. Bon là, du coup, je vais parler de la fin du film, je vais parler de ce que j'ai moins aimé, du coup, et qu'est-ce qui m'a un peu dérangé sur la fin du film. D'ailleurs, j'ai pas trop kiffé, mais ça, c'est un avis personnel, quand Vesper, elle est sur sa espèce de tablette graphique biologique, là, où elle est en train de regarder les ADN, j'ai pas trop aimé j'ai pas aimé l'esthétique de cette scène-là, et j'ai pas non plus aimé trop l'intérêt, et je trouve que c'est très compliqué de rendre ça un peu crédible, où elle regarde juste des boules qui font ça, et elle est en train de se dire que ça fait ci, ça fait ça. Alors peut-être que d'ailleurs c'est très véridique ce qu'elle fait, hein, j'en sais rien. Hitchcock le disait, c'est que la vérité n'a pas d'importance. Peu importe que quelque chose soit vrai, faut que ce soit crédible aux yeux des spectateurs. Moi personnellement à ce moment-là, c'était pas très crédible d'ailleurs, et donc j'avais un peu du mal à cette scène-là. Déjà en général, j'étais en mode bon ok, je vais faire un peu suspension d'incrédulité, je vais me dire que elle voit ce qu'elle a envie de voir et ça marche, donc tant mieux. Mais même tous les trucs qu'elle fait avec sa pipette, de changer l'ADN de ceci, j'étais en mode ouais, je vais dire que j'accepte, mais je comprenais rien à ce qui se passait et ça m'avait un peu laissé de côté. Mais surtout, ce qui m'a dérangé, c'est que c'est un des moments les plus importants du film parce que c'est littéralement toute la quête du personnage principal depuis le début, c'est de réussir à recréer de la biologie et du coup, quand elle récupère les graines, à refertiliser ces graines-là. Et en fait, au moment où elle découvre qu'elle a réussi, je trouve que c'est totalement raté. Genre la manière dont c'est délivré, dont les dialogues sont délivrés, dont c'est mis en scène, il n'y a absolument aucune dramaturgie. C'est-à-dire qu'au moment où elle se retourne et elle dit « j'ai réussi à fertiliser les graines », voilà, super. J'avais l'impression que c'est comme si elle était arrivée et elle avait dit « salut, comment ça va ?» Vraiment, ça avait la même dramaturgie. La même, c'est-à-dire que je trouve que la tension, elle était au niveau 0, alors que c'est l'un des trucs les plus importants du film, parce que c'est sa quête depuis le début du film de faire ça. Bon, après, il y a le truc un peu classique, voilà, le père, il va se sacrifier pour sa fille, la Camélia, elle va retenir Vesper pour pas qu'elle aille voir son père, après, ils se font poursuivre, donc faut qu'ils repartent et tout. Bon, voilà, ça, c'est le côté un peu classique, mais vas-y, pourquoi pas, on accepte. Et vraiment, le combat, d'ailleurs, l'esthétique, je la trouve hyper intéressante. Encore une fois, ils se sont pas trop attardés sur l'univers parce que ces grands méchants là, tu vois qu'apparemment c'est un squelette derrière le masque. Ce qui est grave bizarre d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il s'attarde pas beaucoup. On le voit vraiment vite fait à un moment et après il remonte plus vraiment que c'est un squelette derrière le masque. Bon, là personnellement c'est vrai que c'est un moment où j'aurais bien voulu voir vraiment qu'est-ce que c'était et tout. Mais bon pourquoi pas parce qu'au moins ils restent fidèles à leur film là-dessus. Alors le coup des fleurs qui bougent et qui du coup tue le premier garde. Bon, vas-y, on accepte, parce que pourquoi pas, c'est un peu facile, surtout qu'en plus on nous a jamais présenté, d'où l'intérêt d'une préparation paiement. D'où l'intérêt de... En fait, ces feuilles-là, elles auraient dû être présentées avant, parce que là, ça arrive comme un Deus Ex Machina. C'est-à-dire que d'un seul coup, en fait, ils ont aucune raison et aucune manière de réussir à tuer ce mec-là. Aucune. Genre, c'est pas possible. Et d'un seul coup, il y a ces plantes qui arrivent dans le film. Tu fais, bon, ça aurait été cool de le présenter avant, parce que là, ça arrive, c'est un peu trop facile pour moi. Bon, vas-y, pourquoi pas, j'accepte le premier. Mais alors, le deuxième, le combat qu'il y a et tout, je trouve que ça marche pas du tout. Et je trouve qu'en fait, il tombe dans ces clichés-là de... Le problème, quand t'arrives au niveau de ce scénario-là, comment est-ce que t'arrives toi-même à écrire et tu dis, putain, comment est-ce que je vais réussir à faire en sorte qu'elles s'en sortent? Parce que là, du coup, il faut qu'elles se battent face à un mec où littéralement, elles ont perdu. Moi, en tant que scénariste, je sais qu'elles ont perdu. Donc comment je fais pour qu'elle gagne? Et en fait, ce qu'il fait, c'est un truc qui du coup n'a plus aucune cohérence dans son univers. Genre le mec, il vient, il prend son temps, il l'avise, et puis t'as Camélia qui sort de nulle part, l'arme tombe par terre, après ils ont suivi un vieux combat un peu pété, elle essaye de ramasser l'arme, elle tire, ça tire pas. Mais tout ça, c'est très lent en fait. Genre le mec, il aurait pu les tuer en 2 secondes. Il le prend, déjà il te met une patate, tu couches, c'est fini. Enfin là, pour le coup, je deviens un peu trop réel. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, le rythme de ce combat, il est beaucoup trop lent. Et je trouve qu'il est vraiment raté. Et c'est dommage parce que ça va être
dernier obstacle de tout ton film. Donc c'est grave important que cet obstacle, il le réussisse. Parce que s'il le réussit pas, nous, en tant que spectateurs, ce que ça nous fait, c'est que on ressent que le film, il a été facile pour eux. On sent que le film, il s'est dit, vas-y les gars, je vais vous faire une petite facilité, comme ça vous allez passer. Et donc forcément, on ressent moins d'intérêt et moins de danger envers le personnage et aussi moins de, on va dire, d'empathie. Parce que quand elle va réussir, on va se dire, eh vas-y, de toute façon, le film, il voulait qu'elle réussisse. Donc à quoi bon? Et je trouve que ça enlève encore une fois de la dramaturgie et de la tension à ton film. Surtout que ça va être la dernière tension de ton film. Ce qui est grave dommage. Sachant qu'en plus, avant, il te fait une préparation paiement. Et en fait, quand les mecs, ils arrivent, déjà, Jonas, il descend les escaliers, ils lui mettent une balle dans la tête, c'est fini. Ce que je trouve grave dommage, c'est que si tu veux montrer ce sang-froid-là, mais mets-nous de la dramaturgie. Là, en fait, il nous coupe tout le son du film et il nous met une musique en fond. Et du coup, en fait, quand les mecs, ils arrivent et ils tuent Jonas, c'est comme s'ils avaient tué n'importe qui d'autre, en fait. C'est grave dommage. On aurait dû entendre le bruit, ça aurait dû être encore plus violent que ça, encore plus cash, encore plus... on se dise, ah ouais, putain, les mecs, vraiment, ils rigolent pas. Mais en fait, je trouve que le fait qu'ils aient décidé esthétiquement d'enlever le son du film et de mettre que de la musique, je trouve que ça enlève de la dramaturgie. Et en plus de ça, la scène, elle est balayée d'un revers, quoi. C'est vraiment... Ils arrivent, tout. Le mec il tombe et c'est fini. Et ça c'est dommage. Donc en plus déjà tu nous montres que ces gars-là ils rigolent pas. C'est-à-dire que même Jonas avec qui ils sont en lien, ils arrivent, ils lui mettent une balle dans la tête et ils parlent même pas en fait. Parce que le gars il était en train de descendre les escaliers et de parler. Ouais ça va, pouf. Ok bon bah très bien. Et là quand tu te retrouves face à Vesper et Camélia, d'un seul coup juste tu montes ton gun et il se passe plus rien. Alors peut-être que dans l'histoire tu pourrais justifier qu'en fait il fallait pas les tuer ou nanani nanana. Mais en fait tant que c'est pas expliqué dans ton film, personnellement je m'en fous. Parce que, du coup, si tu m'expliques pas avant qu'ils sont pas censés les tuer, pour moi, tout ce que tu me montres, c'est qu'au final, là, c'est que tu essayes de sauver tes personnages parce que tu sais très bien que sinon, normalement, ils meurent. Ça enlève absolument rien au film, d'ailleurs, hein, mais en fait, c'est vraiment que la dernière demi-heure, toutes les tensions et toutes les dramaturgies, je trouve qu'en fait, elles tombent toutes à l'eau et c'est grave dommage. Ah, et aussi, d'ailleurs, le côté cliché de, au final, Camélia qui dit « Non, mais je vais te laisser, nanani », et puis qui endort Vesper pour ensuite s'enfuir et donc la laisser. Ah, franchement, c'est bon, là, cet héroïsme à 2 balles, personnellement, j'en peux plus. Ils auraient dû rester ensemble pour moi, vas-y. En fait, je trouve ça trop gentil, trop facile. C'est trop cliché, l'héroïsme cliché. Dans ce film-là, on n'en avait pas besoin en plus, je trouve. Et ensuite, le dernier truc, mais alors là, je vais pas le retirer au film, c'est juste que j'ai pas compris. J'ai pas compris le dernier plan. Alors par contre, l'esthétique de la fin, je la trouve géniale quand elle arrive dans les ferrailleurs. Je sais pas comment ils ont fait toute la tour énorme là. Je trouve ça trop bien, trop beau, même encore une fois en termes de lumière et tout, je trouve ça magnifique. Mais en fait, du coup, quand elle se retrouve au top de la tour et qu'elle prend ses graines et qu'elle décide de balancer les graines, j'ai pas compris. Parce que du coup, en plus, juste avant, je crois que du coup, elle les a plantées dans un champ. Mais pourquoi est-ce qu'ensuite tu vas dans la tour et tu les lances? Apparemment, en plus, quand elle les lance, genre, elle s'ouvre. Mais donc, du coup, j'ai pas du tout compris. Est-ce que quand elle fait ça, ça va quand même réussir à fertiliser d'une certaine manière? Ou en fait, c'est elle qui renonce totalement à son but principal et de dire, de toute façon, j'en ai plus rien à foutre. Toutes les graines que j'ai réussi à fertiliser, je vais juste les jeter. Déjà, j'ai pas compris la volonté et surtout, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Donc, voilà. Je sais pas si vous savez ce que ça voulait dire. Là, j'ai pas capté du tout le message de fin du film. Parce que, mine de rien, même si elle voulait toujours faire ça pour rentrer dans la citadelle et que maintenant elle est déçue par la citadelle, ça n'empêche pas que, en fait, citadelle ou pas citadelle, les graines pour fertiliser, ça en fait, ça aurait pu sauver tout le monde, parce que tout le monde aurait pu manger maintenant. L'agriculture peut recommencer. Enfin bref, voilà. Donc pour la conclusion, je trouve vraiment que le film est très réussi sur plein de points. Il faut lui donner de la force parce que c'est un bel objet qu'on peut prendre en comparaison pour dire, voilà les gars, le film est pas parfait, comme je vous ai dit, tu vois, la fin, etc. Il y a des trucs que j'ai moins aimés. En allant en fait au cinéma et en allant voir ce genre de film, on peut dire aux gens et aux producteurs, vous voyez, on a envie de ce genre de films-là aussi, qui sont faits en décor naturel, où il y a de l'âme, il y a de l'envie, c'est bien écrit la plupart du temps, etc. etc. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Nous, on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo, du coup, pour Ghost in the Shell. Il n'y aura pas de critique, il n'y a pas trop de films qui m'intéressent à aller voir cette semaine. La semaine prochaine, par contre, il y a plein de films que j'ai envie de voir, donc je ne pourrai pas tous les voir. En attendant, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Banks!